Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Florence Berthoud. Bonjour Florence Berthoud. Bonjour. Vous êtes maire Horizon du 5e arrondissement de Paris. Alex Zarmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne de débat politique Les Indécis. Et vous êtes tous les vendredis dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner. Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Bonjour. Salut et fraternité. Salut et fraternité à vous. Bye bye démocratie, c'est votre brûlot paru chez Lafon Presse, voilà. On est d'accord. Vous le brandissez. Bye bye. La dédicace. On attend la dédicace. J'espère que vous viendrez un jour nous voir, même si c'est de plus en plus difficile de circuler en région parisienne. Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique. Bonjour Jean-Claude. Premier couac au gouvernement, Michel Barnier qui appelle Marine Le Pen, le meurtre de Philippine, le suspect récidiviste sous OQTF, beaucoup de sujets avec vous évidemment. Ce matin, Florence, c'est un coup de cœur avec le mois d'octobre qui arrive. Oui, avec Octobre Rose. Vous savez, vous ne savez pas qu'il y a chaque année encore plus de 12 000, 13 000 femmes qui meurent d'un cancer du sein. Alors évidemment, c'est de plus en plus et de mieux en mieux soigné. Mais Octobre Rose, c'est vraiment un grand focus sur des opérations de sensibilisation, d'information, de dépistage et de collecte de fonds. Et on peut pleurer sur le fait que les pouvoirs publics ne mettent pas assez d'argent, jamais assez sur la recherche, mais s'il n'y avait pas la manne privée, la réalité c'est que on n'aurait pas fait des bonds aussi spectaculaires en matière de lutte contre le cancer. Donc je rappelle que les fonds, par exemple ces dernières années, ça a servi à faire progresser les thérapies ciblées, à utiliser de manière de plus en plus pointue l'intelligence artificielle pour faire des diagnostics en matière d'imagerie. Donc je voulais faire ce coup de cœur qui est aussi, je l'espère, un petit coup de pub. Moi, comme élu local, on va relayer ça. Il y aura par exemple une initiative tout à fait originale qui consistera pour les femmes à venir se faire dessiner, pourquoi pas, leur poitrine. Évidemment, tout ça de manière très discrète, mais par une artiste femme. Et puis, j'en profite aussi pour rendre hommage à tous ces chercheurs et ces chercheuses qui font un boulot formidable. J'ai la chance d'accueillir sur le territoire de mon arrondissement Curie. Curie a fait progresser la recherche de manière vertigineuse. Il faut les soutenir. Disons-le, ils ne sont pas souvent très bien payés. Et donc, on leur doit beaucoup. Et merci aussi et surtout à tous ces centres de santé, je pense notamment, mais pas que, aux centres de santé municipaux, qui vont relayer des opérations de dépistage, de palpation gratuite, comme je vais le faire chez moi. Importance du dépistage. Trop de femmes aujourd'hui ne se font pas dépister. C'est un des cancers qui se soigne le mieux. Il y a des femmes de plus en plus jeunes qui sont touchées par les cancers du sein, il faut le dire. Et puis moi j'en profite aussi pour faire un coup de cœur au centre de beauté. Alors il y a le CEW, il y en a d'autres, mais dans les hôpitaux on s'occupe des malades aussi. Vous avez raison. Et on les traite non plus comme des malades, mais comme des individus. C'est une bulle où ils ne sont plus ni patients ni parents, mais ce sont des femmes, des hommes aussi à qui on redonne la dignité par des soins de beauté. Et je trouve que c'est extrêmement important. Et là aussi, vous pouvez, il y a plein d'associations et donner à ces associations. Et en matière, et en la matière aussi, il faut apprendre aux femmes ou les aider à être capables elles-mêmes de faire des palpations. C'est ce que nous allons faire aussi dans nos centres de santé. C'est très important, ça fait partie aussi de la prévention. Aller chez un gynécologue une fois par an. Enfin, je veux dire, moi, je vois autour de moi énormément de femmes qui n'y vont pas. Et des jeunes femmes qui n'y vont pas, qui ne comprennent pas l'intérêt d'aller chez un gynécologue très régulièrement. Donc, on en parle pour Octobre Rose, mais et merci de relayer cette information. Oui, Jacques Miard. Oui, je voudrais d'abord saluer Florence, que je connais un peu. Bonjour Jacques, mais je te vois pas. Bonjour. Et dire qu'à Maison Lafitte, nous organisons des courses en faveur d'Octobre Rose, dans laquelle participent beaucoup de gens. Et je dois dire que c'est une bonne initiative qui est importante, mais il faut aussi souligner que, bien sûr, il y a les femmes, nous le savons. Moi-même, nous avons tous dans la famille quelqu'un qui, malheureusement, peut avoir été décédé par un cancer, mais il y a des hommes aussi qui peuvent avoir aussi des problèmes. Donc c'est une cause nationale.
nous devons soutenir. Et personnellement, cela me touche parce que nous avons tous, je dirais, une connaissance de quelqu'un qui est parti avec un cancer du sein et qu'il faut prévenir. Absolument. Et ça, Valérie, vous avez raison, parce que je trouve que je sais autour de moi qu'il y a pas mal de femmes qui négligent peu cette prévention. Absolument. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Vous pourrez dire un mot après, cher Jean-Claude. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité aujourd'hui autour de la table. Florence Berthoud, maire Horizon du 5e arrondissement de Paris. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube avec une chaîne de débat, Les Indécis. Et puis tous les vendredis matins avec Éric Tegner dans La Vérité en face chez Patrick Roger. Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Je rappelle votre brûlot Bye Bye Démocratie chez Lafon Presse. Montrez-le à l'écran. Et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Les premiers couacs au gouvernement. Michel Barnier qui hier appelle Marine Le Pen pour justement tenter de rattraper la bévue du nouveau ministre de l'économie. On va revenir sur le meurtre de la jeune Philippine dans le bois de Boulogne. Et puis d'autres sujets avec vous. Jean-Claude. Moi, je voulais, avant de passer à mon sujet, un petit mot sur le cancer du sein et d'une manière générale sur les cancers. C'est juste la disparité entre les milieux sociaux, parce que c'est vrai on disait qu'il faut beaucoup de prévention, mais on constate que la prévention est plus difficile, à la fois dans certaines régions reculées du pays, et puis en fonction des milieux sociaux où on fait un petit peu, où on a moins les moyens. Donc c'est là où il faut, là où il faut surtout mettre l'accent, c'est informer un certain nombre de nos concitoyens. Sur tous les territoires, voilà. Comme on dit. Moi, j'ai des copines non, mais ça n'exclut pas. Mais vous avez raison, Valérie. Moi, je parle en termes de grandes tendances. On s'aperçoit que la prévention, il y a encore un gap entre celles qui sont citadines et celles des femmes qui vivent en région. Alors en ruralité, je suis tout à fait d'accord, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de gynéco. Le médecin, il est loin, et le gynéco, il est loin. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, c'est là-dessus aussi. Et les chercheurs, n'oublions pas, dans tous les domaines, les chercheurs, on s'ébahit de sommes qui sont gagnées ici ou là. Faisons un effort pour que nos chercheurs à la fois puissent travailler dans de bonnes conditions, parce que c'est très bien de pleurnicher sur le cancer, etc. Et nous en avons tous. Jacques l'a bien dit. Mais à l'arrivée, si nous ne payons pas nos chercheurs, si nous ne leur donnons pas les moyens de travailler, et en plus s'ils sont tentés de partir à l'étranger, eh bien on voit le résultat, et on ne le voit pas tout de suite, on le voit à 10 ans, 15 ans. Votre coup de cœur alors mon coup de cœur, on va être un peu plus léger avant les choses difficiles de la matinée, c'est un film Riverboom, qui reprend un peu l'histoire de l'Afghanistan après 2002. C'est l'occasion pour moi aussi de nous dire, regardons ce qui se passe ailleurs. Vous savez que je soutiens beaucoup les femmes afghanes et tout ce qu'elles peuvent vivre, puisqu'on parlait de cancer féminin, de ces femmes que nous oublions, et je regrette parfois qu'un certain nombre de féministes ne soient pas un petit peu plus derrière ce combat. En tout cas, je dis, souvenons-nous de nos co-humains qui sont dans cette partie du monde et qui vivent quelque chose de difficile. On parle beaucoup de laïcité, on parle beaucoup de religion. Regardons un petit peu ce qui se passe là-bas, et ça peut nous ouvrir l'esprit, avoir un esprit critique plus ferraillé. Coup de cœur pour Meryl Streep, qui s'est exprimée hier à la tribune je crois que c'était à l'ONU, où elle a dit que les chatons avaient plus de droits que les femmes en Afghanistan. Donc c'était un très beau discours. Un écureuil a plus de droits qu'une fille en Afghanistan. Un oiseau peut chanter, mais une fille et une femme ne le peuvent pas. Voilà. Mobilisons-nous effectivement pour les femmes afghanes. C'est un peu le sens de mon message. Alex, coup de gueule. Moi, c'est un coup de gueule par rapport à ce qui se passe vendredi soir à Alès. Michel Bougenat doit aller jouer son spectacle, elle est magnifique. Dans cette ville vendredi soir, et il n'est pas le bienvenu dans la ville. Des tracts ont été distribués en disant que Michel Bougenat n'était pas le bienvenu par rapport aux propos qu'il aurait tenus sur le conflit israélo-Hamas et non israélo-palestinien. Et ça, il faut le répéter, c'est un conflit israélo-Hamas et non israélo-palestinien, parce qu'ils le disent tous. Et en fait, je trouve ça incroyable. C'est l'association France-Palestine qui a distribué ces tracts en demandant le fait que Michel Bougenat ne puisse pas venir jouer dans la ville
d'Alès vendredi soir. Je trouve ça incroyable. Pourquoi ? Parce que quand vous connaissez Michel Boujna, et je le connais un petit peu, c'est tout sauf quelqu'un qui attise la haine, c'est tout sauf quelqu'un qui n'aime pas son pays, la France, c'est tout sauf quelqu'un qui n'aime pas le mélange des cultures. D'ailleurs, vous le voyez dans ses spectacles, c'est tout sauf quelqu'un qui est lâche aussi, et donc il dit ce qu'il pense sur les plateaux, et quand on lui pose la question, c'est un modèle d'intégration, Michel Boujna. Un modèle d'intégration est arrivé en France, il avait 11 ans, il est né en Tunis, il est franco-tunisien, mais c'est au motif de... On lui reproche sa confession, rien, très exactement. Juif. Non, qu'est-ce qu'on lui reproche d'avoir dit ? On lui reproche d'avoir tenu des propos au moment du 7 octobre en disant que le Hamas était un mouvement terroriste. Voilà. Mais c'est important de rappeler... Mais donc on lui reproche ça à lui, on reproche de dire la vérité, c'est-à-dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Je suis complètement d'accord avec vous, mais le problème c'est que c'est en train de se banaliser, toutes ces accusations. Quand vous entendez Arthur la semaine dernière à la télévision dire qu'il est accompagné par des agents de sécurité, pareil, c'est un modèle d'intégration, c'est un Français qui fait travailler 2500 personnes sur le territoire, qui a révélé des talents incroyables, et il a jamais regardé la couleur de peau, la religion de qui que ce soit, parce qu'il est français. Et ces gens-là qui appellent au boycott, qui appellent à ne pas aller voir ces artistes, à ne pas laisser parler ces grands talents français, le font parce que ces gens-là sont juifs aussi. Je prends l'exemple de Gérard Darmon, c'est exactement pareil. Gérard Darmon, chez vos confrères d'RTL, qui dit: si on s'en prend à moi aujourd'hui, si on appelle à me boycotter, à me traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux, c'est parce que je suis juif, et c'est de l'antisémitisme. Peu importe ce que je pense du conflit israélo-palestinien derrière, ils ont le droit d'avoir un avis. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que l'association France-Palestine, qui appelle au boycott de Michel Boujna vendredi soir, et qui dit parce qu'il n'a pas de mots pour qualifier le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais excusez-moi. L'association France-Palestine, ils ont eu des mots pour qualifier le comportement du Hamas depuis tous ces mois? Est-ce qu'ils se sont entretenus? Est-ce qu'ils ont eu un seul mot de compassion pour parler des Israéliens qui ont perdu la vie le 7 octobre? Donc tout est mélangé là-dedans. On importe le conflit sur notre territoire, et surtout on demande, encore une fois, je suis désolé, à des juifs de se cacher. On interdit Michel Boujna de venir jouer vendredi soir. Alors il va y aller, ça j'ai pas de doute. Et puis je pense qu'il s'en fout complètement. D'ailleurs, est-ce qu'il ne réagit pas? La mairie n'avait pas réagi aussi au début de semaine. Je crois que ça a été fait depuis. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui il faut arrêter de les montrer du doigt, ces gens. On a l'impression de revenir dans les années les plus sombres de notre histoire. Ouais, Jacques Miard. C'est évident que ça pose un sacré problème, la liberté d'expression, et que l'amalgame, l'importation du conflit chez nous a complètement biaisé, et qu'il faut maintenir les principes. Tous les artistes, quelle que soit leur religion, quelle que soit la couleur de peau, ont le droit d'exprimer leur talent. Mais si on continue effectivement à mélanger tous les genres, on va à la catastrophe. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur le conflit. Bien sûr que le Hamas, ce sont des terroristes, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a un dérapage complet de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, et qu'il y a un moment, il faudrait que la raison regagne un peu, je dirais, un peu d'application, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est inquiétant parce que c'est l'amalgame complet. Ouais. Et on a Ercilia Soudey hier qui est allée soutenir au commissariat du 17e arrondissement Elias Imzalen, voilà, qui avait appelé à l'intifada à Paris, en France. Écoutez ce que disait Ercilia Soudey sur son compte Twitter. J'ai été voir Elias Imzalen parce que il a été mis en garde à vue suite à des propos qu'il a tenus pendant une manifestation pour la Palestine. Et voilà, donc je tiens à exprimer tout mon soutien. Je tiens à exprimer le fait que je ne supporte pas le deux poids deux mesures, qui fait que le mot qu'il a utilisé, disons-le, intifada, il a été utilisé par d'autres personnes qui n'ont pas été inquiétées. Mais lui, parce qu'il est musulman, tout de suite il est suspecté en fait d'être un terroriste, disons les choses clairement. Et la deuxième chose à dire, c'est que, à mon sens, ce sont les soutiens du génocide israélien qui devraient être à l'heure actuelle en garde à vue. Voilà, il avait pris la tête d'Urgence Palestine, il a fondé le site islamiste Islam et Info, il a donc appelé à Paris comme à Gaza Intifada, il était un proche de Dieudonné, de Fiché S, d'Alain Soral, donc
c'est une députée. Ercilia Soudey est députée. Oui, moi je suis effaré d'entendre. Mais est-ce qu'il faut le relever? Est-ce qu'il faut le relever parce qu'on lui fait une pub insensée? Non, c'est pas une question de pub. Moi, je pense qu'il faut une culture et ça fera aussi le lien avec, pardonnez-moi, mais avec les discussions que nous aurons tout à l'heure. Il faut revenir à une culture de l'ordre. Il y a des lois. C'est pas une question de communication ou de publicité que l'on fait à tel ou tel. Il y a dans notre pays des lois. Et il appartient à ceux qui sont en charge de faire exécuter de la loi, que ce soit, même si c'est un parlementaire qui est en face, de le faire. Moi, je note simplement de ce que je comprends, ce monsieur est convoqué pour les propos qu'il a tenus. Il n'est pas convoqué en tant que tel pour être suspecté d'être terroriste. Donc, on va pas mélanger les choses. Et c'est surprenant de voir qu'un député fasse aussi grand l'amalgame. Et un dernier point par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, et je suis complètement solidaire des propos d'Alex sur le fait qu'un certain nombre de gens, et notamment des juifs, doivent se cacher. Je suis surpris que l'on puisse légitimer la violence au motif pris que tel ou tel aurait une opinion différente que la sienne. Là encore, je dis, à supposer que quelqu'un ne soit pas d'accord ou qu'on estime que les propos tenus par tel ou tel sont inacceptables, eh bien là encore, nous avons des lois, on peut poursuivre cette personne, on peut l'emmener en justice, elle aura à s'expliquer. Mais imaginez de dire qu'on la menace au point qu'un certain nombre sont obligés de se déplacer maintenant avec des gardes du corps. Non seulement c'est scandaleux, non seulement c'est dangereux, c'est sidérant pour ceux qui prétendent défendre la démocratie, un certain nombre, vous les connaissez, et qui emploient ces mêmes méthodes de voyous. Alors je dis, hors de la loi, toute la loi, rien que la loi, mais surtout la loi. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. On continue notre tour de table avec vous, Jacques Miard. Un coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour toutes les collectivités territoriales qui gèrent leur budget avec rigueur et qui ne sont pas en déficit. Ah, bravo, Jacques. Et donc, je voudrais saluer ici tous mes collègues maires et autres qui sont très rigoureux et qui ne sont pas donc responsables de la dette de la France. Il faut le savoir. Et ça, c'est un coup de gueule contre ces mauvais, je dirais, gnomes de Bercy qui accusent, je dirais, les collectivités d'être à l'origine du déficit. Ouais. C'est la raison pour laquelle je dis faites attention parce que le peuple en a ras-le-bol de ces accusations inadmissibles et que, en ce qui me concerne, je ne me laisserai pas faire, mais on voit très bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent couper, je dirais, dans tout ce qui vient de l'État vis-à-vis des collectivités. Ils vont les obliger sans doute à vouloir encore faire des économies, alors même que l'État, par ailleurs, nous impose des multiples normes qui aggravent les difficultés de gestion. Ouais. C'est quand même incroyable. Ouais. Alors, vous avez vu d'ailleurs que Jacques de la Rosière, ancien gouverneur de la Banque de France, s'est dit il faut sans doute s'attaquer au millefeuille territorial. Chiche. Mais ce qui est certain, c'est que c'est aussi vrai dans certains cas. Et il veut aussi, dit-il, qu'il y ait plus d'investissements, dont acte. Moi, le premier. Mais c'était, rappelez-vous, les collectivités territoriales qui faisaient jusqu'à 70% des investissements publics, et maintenant c'est tombé à 50%. Non, donc il y a là un réel problème qui est la cohérence de la politique qui est menée, et surtout pas accuser les collectivités d'être à l'origine des 3200 milliards de dettes publiques. Ce n'est pas vrai. Bah oui, vous avez oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jacques. Alors, il faut quand même juste, Jacques connaît tout ça par cœur, mais de toute façon, par définition, des collectivités ne peuvent pas voter de budget en déséquilibre. Bon, donc les budgets ne sont jamais en déséquilibre, mais au-delà de ça, les collectivités, à quelques exceptions près, pardonnez-moi, mais là, je sors ma casquette d'élue parisienne, la ville
ville de Paris n'est pas un modèle d'exemple en matière de gestion de son endettement, puisque depuis 20 ans, on a laissé filer un endettement par parisien qui est supérieur, bien supérieur à la moyenne des villes de taille comparable européenne, et je ne parle pas des métropoles régionales qui sont beaucoup moins endettées. Bon, et à chaque fois c'est les mêmes mots, c'est-à-dire qu'il faut quand même le dire, c'est-à-dire une incapacité à optimiser les moyens, une augmentation pléthorique de cadres administratifs, alors en mettant tout, d'ailleurs en mélangeant tout, hein, c'est-à-dire que on a de moins en moins de personnel dans les crèches, mais on a de plus en plus de personnel d'encadrement dans les services centraux. Donc ça, c'est un mal, français qui nous vient quand même à l'origine un peu de la gauche, il faut bien le dire. Bon. Ouais. Alors, on va passer à l'affaire Philippine, à ce drame absolu de cette jeune étudiante de 19 ans à l'université de Paris-Dauphine retrouvée assassinée dans le bois de Boulogne, avec beaucoup de questions ce matin, puisqu'on apprend que le meurtrier présumé serait âgé de 22 ans, qu'il a déjà été condamné lorsqu'il avait 17 ans pour viol. Il était en centre de rétention administrative, il a été libéré début septembre, c'est ça? Et il n'a pas été libéré. Il a été au bout de sa peine. Au bout de sa peine. Il a été au bout de sa peine. Il y avait un délai qui pouvait durer 15 jours pour pouvoir prolonger sa peine, sauf que ce délai n'a pas été retenu en effet. Voilà. Mais il avait été au bout de sa peine. Et le Maroc avait accepté de le reprendre. Ouais. Il y avait le laissez-passer consulaire, mais qui est arrivé le lendemain de sa libération. 3 jours après. Le lendemain du meurtre. Ça, c'est incroyable. Mais si on peut dire présumé encore. J'ai entendu, au-delà de cette affaire dont on ne sait évidemment pas tout pour le moment, c'est qu'il y a 700 000 OQTF en France, c'est-à-dire 700 000 personnes. Oui, vous dites que c'est à vérifier. C'est à vérifier, mais c'est possible. Hein. Qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. C'est à vérifier. Les OQTF ont augmenté énormément ces dernières années, et comme vous le savez, en 5 ans, les OQTF ont augmenté de 60%. Alors il y a 2 manières de prendre le sujet sur le plan strictement numérique. Hein. C'est de dire il y a de plus en plus de personnes en situation irrégulière en France, et puis l'autre qui est complémentaire de celle-ci, qui est de dire il y a de plus en plus d'OQTF qui sont prononcés. Maintenant, chacun sait qu'on a entre 10% et 20% des OQTF qui sont réellement suivis des faits, c'est-à-dire avec des personnes qui reviennent dans les pays d'origine. Voilà. Alors un des sujets en étant, mais pas le seul, que les pays, nombre de pays, notamment les pays d'Afrique du Nord, évidemment, se font tirer l'oreille pour donner les laissez-passer consulaires. C'est le cas de l'Algérie en particulier, où là, il n'y a pas de réciprocité. Et c'est le cas aussi, dans une moindre mesure, de la Tunisie, du Maroc. Mais là, en l'espèce, on voit bien que c'est une affaire terrible. Ouais. C'est-à-dire que l'OQTF, elle est donnée le lendemain où il a commis ce meurtre, où il aurait commis, parce qu'on est toujours présumé innocent, ce meurtre absolument terrible. Présumé innocent, vous avez raison, maintenant il faut on a retrouvé de l'ADN, son ADN. Ce qui est terrible, ce qui est morbide dans cette histoire. Les précautions judiciaires. Mais vous dites qu'il avait purgé sa peine. Il a été condamné à 7 ans de prison. Oui. Non, il était condamné à 5 ans ferme plus 2 ans de sursis. Ah d'accord, j'avais entendu 7 ans hier. Et comme c'était en plus un mineur, le sursis ne s'appliquait pas automatiquement, et donc il aurait fallu pouvoir prolonger, et je parle sous votre contrôle Jean-Claude, il aurait fallu pouvoir prolonger cette peine-là. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que on parlait il y a quelques secondes du millefeuille territorial. Là aussi on le paye en vérité, le millefeuille territorial. Quand on nous dit il faut, je suis désolé, je vais faire un mélange de tout, mais il faut augmenter les impôts pour rattraper machin et tout. Vous savez, le millefeuille territorial, c'est aussi malheureusement ce qui fait qu'on doit attendre les autorisations, qu'elles doivent passer par tant de. Mais là c'est pas le cas, cher. Et vous savez, c'est peut-être pas le cas. Malheureusement, c'est peut-être pas le cas sur cette histoire-là, mais ça a été le cas sur d'autres. On ne sait pas encore si c'est le cas sur cette histoire d'ailleurs. On ne sait pas, parce que le fait que l'OQTF arrive 2 jours après, c'est aussi peut-être qu'il y a un problème de réglage entre les différentes institutions, et qu'il faut peut-être agrandir les délais, qu'il faut peut-être faire en sorte que des institutions prennent leurs responsabilités. La remarque d'un policier, il dit il est condamné dans le 95, il est au centre de rétention
juridiction administrative à Metz et une OQTF du préfet de Lyon. Je ne comprends pas tout. Mais c'est pour ça que je vous dis ça, c'est qu'en fait ça part de tous les côtés. Alors on va marquer une pause et vous aurez la parole, Jean-Claude, dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous revenons sur le drame, l'assassinat de la jeune Philippine, étudiante à Paris-Dauphine, tuée, assassinée dans le bois de Boulogne. Jean-Claude Beaujour, Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements ? Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire ? On ne peut malgré tout que de s'indigner de voir qu'un jeune dangereux était en liberté. Alors, deux ou trois choses. Tout d'abord, c'est vrai que nous n'avons rien de l'enquête pour l'instant. Nous n'avons que des bribes d'informations par des réseaux différents, donc il faut être très prudent. Et un dossier, c'est vraiment des éléments factuels. Moi, je voudrais tout d'abord dire vraiment toute ma pensée pour cette jeune femme, sa famille, et on va essayer de ne pas... J'ai envie de dire, mais je prends la précaution de dire qu'il faut essayer de ne pas faire de la démagogie ou une quelconque récupération politique. Ce que je comprends, ou ce que je sais en tout état de cause, parce que c'est vrai que c'est dramatique, cette jeune fille, elle aurait pu être notre fille, elle aurait pu être une sœur, une nièce, etc. Ce que je comprends, c'est que visiblement, le présumé auteur des faits est un homme qui présentait des facteurs de dangerosité importante, puisqu'il avait déjà, alors même qu'il était mineur, il avait déjà violé une jeune femme. Il a eu de la prison ferme, ce qui veut dire que son dossier était quand même un peu lourd quand même pour que mineur ait de la prison ferme, son dossier est un peu lourd. Alors je vois qu'il y a peut-être eu des loupés, mais peu importe, on n'en sait rien pour l'instant. Ce que je préconise et ce que je préconiserais si j'étais aux responsabilités, c'est que en fonction de la dangerosité d'un criminel, qu'il y ait un suivi plus particulier et harmonisé, parce que là visiblement l'auteur aurait été dans une région, il aurait accompli certains actes dans l'autre, etc. Donc il n'y a pas de suivi. Donc le risque de louper, on le voit bien, un document qui arrive 48 heures en retard, une administration ou des juges qui sont tenus un peu par le code de procédure peuvent peut-être tenter de libérer, d'autoriser, parce que c'est le code de procédure et c'est la loi, et Jacques Méard le sait, il y a des textes. Eh bien dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une organisation plus centralisée avec une capacité de prendre des décisions et éventuellement maintenir l'individu dans un lieu fermé pour qu'il ne puisse pas s'en aller. Parce qu'on sait très bien qu'une fois que l'individu est dans la nature, vous allez rattraper personne, et il ou elle a encore le temps de commettre son forfait. Donc ça, c'est un élément, parce que oui, je crois en la liberté des individus au code de procédure et à la loi, mais je crois qu'aussi cette jeune fille, elle avait le droit de vivre. Et c'est cela aussi qui est important. Oui, Jacques Méard. Oui, il y a un préalable à tout ça. C'est que c'est un mineur isolé qui est entré sur le territoire français, et là il y a un problème. Parce que nous sommes incapables effectivement de renvoyer ces enfants, ces mineurs isolés, préventivement. Et là c'est un problème de maîtrise des flux migratoires. Et aujourd'hui, on a une telle disparité entre les États européens, certains tels que l'Allemagne, par manque de démographie, vont chercher, et je vais être brutal, des esclaves à l'étranger pour pouvoir pallier le niveau de la... Voilà. Ensuite, on est incapable de renvoyer ces enfants et de les reprendre en disant « Vous êtes mineurs isolés, comment vous êtes-vous entrés en France ?» Et il faudrait organiser le retour de ces enfants. Or là, on est un peu coincé, et c'est Jean-Claude qui va le dire encore mieux que moi, on a, je dirais, un état de droit qui aujourd'hui, pardon de le dire, organise la paralysie des mesures. Vous savez très bien qu'il y a une multitude de recours possibles pour envoyer quelqu'un. Vous avez d'abord la phase administrative, vous avez la phase judiciaire, vous allez encore avoir des gens qui vont dire, sous la houlette de certains avocats, aller saisir la CEDH. Donc on est dans un entrelac de règles juridiques qui paralysent l'action. Et ça, c'est un problème qui doit se poser et qui doit être réglé. Ouais. Maintenant, comme vous l'avez dit, on ne peut être que stupéfait par ce qui s'est passé. Mais attendons effectivement que l'ensemble des faits soient rapportés par l'enquête. Alors Olivier Faure a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, pour une fois,
Quand on a quelqu'un qui est en détention, qui est un individu dont on peut penser qu'il est une menace pour la société française, on ne devrait pas avoir à le libérer avant même qu'on ait l'assurance qu'il pourra repartir. C'est exactement ce que je disais. Là, on est pour une fois totalement d'accord. C'est ce que j'ai dit. J'étais étonné en voyant, vient de dire Olivier Faure. C'est ce que j'ai dit, dangerosité. Et effectivement, il faut dissuader. Là où je suis complètement d'accord, il faut dissuader. Alors, mes confrères font le boulot qui est le leur en fonction de la loi, Jacques, et tu le sais bien. Maintenant, c'est aussi à nous donner, y compris par la loi, par exemple, qu'on limite les durées de procédure pour qu'effectivement les gens puissent éventuellement faire un recours, parce que pourquoi pas, mais pendant ce temps, ils peuvent pas sortir de là où ils sont en fonction de la dangerosité, et d'obliger les tribunaux éventuellement à rendre des décisions rapidement. Oui, mais je vois, Bruno Retailleau dit il faut faire évoluer notre arsenal juridique. C'est un juge de la détention qui l'a libéré. Donc c'est un homme, donc c'est un homme faillible. Des pouvoirs, donc, en fait. Donc là, il y a un moment. Pardonnez-moi, vous voyez bien qu'on est encore en train de dire des lois. On n'arrête pas de les empiler. On n'arrête pas dès qu'on voit, pardonnez-moi, un trou dans la raquette de dire il faut corriger ça. Il y a quand même quelque chose qui serait frappé au coin du bon sens. C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire il y a une condamnation pour un crime ou délit, on est sous le coup d'une OQTF, on ne sort pas. On ne sort pas, quels que soient les recours. Un crime, un viol, c'est absolument terrible. Un meurtre, on ne devrait pas pouvoir sortir. Parce qu'on va encore nous dire, mais il faut rallonger, et on va avoir des droits de mise qui nous diront, ah mais non, mais attendez, on est déjà 90 jours, c'est pas possible. On est sous le coup du condamnation, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il y a une dangerosité avérée, on ne sort pas. Oui, mais qui évalue la dangerosité ? Il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas d'expert. Pardonnez-moi, un viol et des crimes, il n'y a pas besoin de... Je pense pardonnez-moi Jacques. Je pense qu'il faut, on met pas la charrue avant les bœufs. Qui va, et vous avez raison, qui va évaluer ça sera dans un deuxième temps. Je sais bien que c'est important parce qu'il y a aussi les questions de moyens. Mais tout de suite, le principe de dangerosité devrait faire qu'il y ait une autorité, personne, un collège, ne serait-ce que... Parce que il n'y a pas non plus des centaines de milliers de gens qui sont dangereux. Mais là, en fonction du niveau de dangerosité, on devrait concentrer ces dossiers pour effectivement éviter les trous dans la raquette. Déjà cela, ça nous donnerait une vision, un minimum de sécurité. Jacques Miard. Oui, je voudrais rappeler une chose. Je vais peut-être pas faire plaisir à Jean-Claude, que j'admire par ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en raison de la présence de multiples avocats à la commission des lois de l'Assemblée nationale, ils ont démultiplié les choses-trappes des procédures et donc ils ont ainsi paralysé l'action. C'est aussi simple que ça. C'est que et maintenant, il y a tellement de difficultés pour pouvoir mener une procédure à toute fin utile, c'est-à-dire la terminer, etc., c'est que c'est devenu je dirais une course d'obstacles. Et ça, je le dis et je le répète, c'est que certains avocats étaient députés, mes collègues en particulier, je leur ai reproché, ils ont démultiplié effectivement les choses-trappes dans des procédures d'expulsion. Alors, ce que dit Jacques m'a été confirmé par des magistrats du parquet à Paris qui me disent qu'effectivement, la multiplication des procédures dans les dossiers où effectivement l'individu devrait être, j'ai envie de dire, il faudrait envoyer un tour de vis, eh bien, ça complexifie et là, on a un risque de trou et de loupé. Et puis, il y a toute la question des mineurs isolés qui ne sont pas mineurs, qui sont pris en charge dans des hôtels qui coûtent un pognon de dingue à l'État, pardon de le dire, mais il n'y a pas d'autres qui sont des marchands de sommeil, souvent, pour connaître un petit peu le sujet. Vous avez des hôtels qui sont des associations qui reçoivent des subventions de l'État, avec des jeunes qu'on laisse totalement avec des associations dont c'est le fonds de commerce. Oui. Bien sûr. Avec des associations dont c'est le fonds de commerce
et qui justifient leur existence de cette manière. Mais vous voyez que là, il y a plein de sujets, parce que le code pénal des mineurs, on peut en parler pendant des heures. Il a été réformé en 2020, alors qu'il n'avait pas été touché depuis 1945, et on a mis des clauses à l'intérieur qui étaient différentes, parce que c'est un sujet aussi qui est brûlant, surtout quand vous êtes en France. Le code pénal des mineurs, pour pas considérer le mineur comme un majeur, là, il faut dire que la société a évolué aussi, et c'est ce qui a commencé à être fait en 2020, mais ça prend des années, voire même des dizaines d'années de pouvoir réformer. Mais ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet sur le fait qu'il faut mécaniquement, et je vous entends Jean-Claude, mécaniquement laisser enfermer les gens quand ils sont sous le coup d'une OQTF ou quoi que ce soit. J'ai parlé de dangerosité. Non, mais vous avez complètement raison. Je suis complètement à l'aise avec ça. Le souci aujourd'hui, c'est que au-delà de la loi politique, il y a aussi, il faut le dire, et il faut en parler, il faut lancer le débat, un problème d'idéologie dans la justice française. Il faut pas avoir peur de dire les mots, de parler des magistrats, de parler des juges, mais pas en mettant le doigt sur eux. C'est pas ce que je veux faire. C'est simplement essayer de comprendre pourquoi, essayer de réévaluer aussi la société, parce que quand vous parlez et que vous regardez les chiffres, il faut regarder les chiffres. Il n'y a jamais eu autant de peines d'emprisonnement fermes dans notre pays. Jamais. C'est-à-dire que vous étiez à près de moins de 100 000 peines d'emprisonnement ferme avant 2020. Vous êtes aujourd'hui à plus de 135 000. J'entends par an, c'est gigantesque. Les peines, dans leur majorité, mais pas toutes, elles sont appliquées. Sont appliquées. Maintenant qu'il y ait des trous dans la raquette, on l'a dit, qu'il faille faire progresser le système politique et judiciaire, on l'a dit. Maintenant, je crois que le faire progresser tout seul, le système politique, sans entendre ceux qui sont derrière leur bureau et qui vont juger à un moment donné, c'est aussi là où on crée des déséquilibres. Pour compléter ce qui vient d'être dit, le taux d'exécution des peines, le taux d'exécution a doublé depuis 2019. Alors, oui, il y a plein de trous dans la raquette, mais il faut quand même avoir conscience, à un moment donné, que ce taux d'exécution, il a doublé. Ça, c'est une réalité. Et il n'y a jamais par rapport à quoi? Non, mais il a doublé par rapport à quoi? Attendez, je ne suis pas en train de dire... ce que je veux dire par là, c'est que on sait très bien qu'il y a un sujet avec notamment les mineurs accompagnés, on a un sujet avec l'augmentation de la violence. Donc, il ne faut pas qu'on mélange tout, c'est ça que je veux dire. J'écoutais ce matin le président de l'AMF qui parlait de la drogue qui gangrène les quartiers, avec 3 phénomènes on en a partout, alors qu'avant c'était pas le cas, on en avait beaucoup moins dans les zones rurales. C'est de plus en plus violent et il y a de plus en plus de mineurs. C'est-à-dire que maintenant c'est des mômes de 12-13 ans qui font le deal, parce que justement il y a un trou dans la raquette. Le jeune Paul qui a été agressé. Il faut s'adapter, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas laisser s'asseoir l'idée que les peines sont de moins en moins exécutées, qu'il y a de moins en moins de détenus dans les prisons. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, on ne s'attaque pas au mal. On pense que... Donc, le mal, c'est une société qui est gangrénée, c'est les développements des cartels, des drogues, et c'est le problème de la délinquance des mineurs, qui est un sujet absolument majeur dans notre société. David Lisnard, qui était chez nous ce matin, sur radio, chez Jean-Jacques Bourdin. Vous savez, c'est vrai que le sujet insécurité, et on le voit bien autour de ce plateau, insécurité, violence, crimes dramatiques, on voit bien que c'est multifacteur. Bien sûr qu'il y a une question liée à ces jeunes, ces mineurs isolés. Bien sûr qu'il y a le sujet de la drogue qui gangrène nos quartiers. Par exemple, récemment, un magistrat me faisait remarquer que la drogue qui vient dans l'Hexagone, venant d'Amérique latine, transite par les départements français d'Amérique. Et je vais aller plus loin. Et ce magistrat me disait, mais c'est compliqué parce qu'il nous faudrait plus de moyens. C'est pas juste une opération propre en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est une bonne chose que Darmanin fait cela. Sauf que c'est insuffisant. Elle me dit, on sait que c'est là que passe la drogue. Il faudrait des moyens colossaux. Et là, on pourrait s'attaquer à l'un des sujets parce que c'est l'un des aspects. J'ajoute autre chose qui n'a rien à voir avec la drogue. Quand on voit un drame comme celui-là, parce que là, c'est quelqu'un qui était sous le coup d'OQTF, mais nous avons aussi des féminicides, nous avons des tas de comportements qui sont générés par des Français qui sont complètement sur place, etc. La médecine psychiatrique, nous n'avons pas les moyens nous ne sommes plus donné les moyens, me disait le docteur Baudon, depuis un siècle de politique psychiatrique malmenée, eh bien nous arrivons à ce système. Donc le drame que nous avons, c'est que on le vit comme ça, et pour ne pas faire que dans l'émotion, en réalité multifacette, c'est une politique globale, et puis se dire qu'on verra les résultats à 5 ans. On va marquer une... Oui, Jacques, un dernier mot. Oui, je voudrais dire à l'adresse de Florence, que je connais bien,
que les OQTF ont peut-être doublé, mais c'est essentiellement en Guyane. Non, je parlais pas des OQTF. Je parlais des taux de... Non, c'est pas ça. Je parlais des taux d'exécution des peines, pardonne-moi. Mais oui. C'était pas les OQTF. Alors, les taux d'exécution. C'est pas le taux d'exécution des peines. Je parlais pas des OQTF. Oui, d'accord. Mais pour ce qui est des OQTF, c'est essentiellement en Guyane et c'est simple. Oui, mais c'est pas ce dont je parlais là, cher Jacques. Malgré tout, et je vous conseille de lire le livre de Jérôme Pierrat sur Air Cocaïne, parce qu'il raconte, je crois que c'est dans ce livre-là, où il raconte comment les petits aérodromes de France aujourd'hui sont utilisés par les trafiquants de drogue. Et il révélait dans un de ses docs il n'y a pas très longtemps que les petites villes de province sont devenues des plaques tournantes du trafic de drogue, et ça, c'est très récent. Allez, on se retrouve dans un instant, on va dire quelques mots de ce nouveau gouvernement. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Avec vous pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est les premiers pas de ce nouveau gouvernement avec un premier couac, celui du ministre de l'économie, Antoine Armand, hier. Il n'y en a pas qu'un seul, de couac. Non, il n'y en a pas qu'un seul, mais celui-là, hier, où il s'exprimait chez nos confrères de France Inter, où il disait que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain. Michel Barnier, Premier ministre, obligé d'appeler Marine Le Pen pour préciser les choses. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre couac entre Bruno Retailleau et Didier Migaud. Alors, vous savez, moi, ce que je trouve assez exceptionnel dans ce gouvernement, c'est qu'on arrive à faire du en même temps, mais sans Macron, normalement, en tout cas, à la tête de ces tractations-là, pardon. Non, mais on va regretter le binôme Dupond-Moretti, Darmanin à l'intérieur et à la justice, parce que là, il y a même pas 24 heures qui passent que déjà ils sont pas d'accord sur le fond de la politique intérieure judiciaire qui doit être mise en place. Vous avez quelqu'un qui est très ferme, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, face à Didier Migaud, qui d'ailleurs a annoncé la couleur, parce qu'on parlait de justice il y a quelques minutes, dans son discours d'arrivée lors de la passation de pouvoir lundi dernier, en disant que lui, ça ne l'intéressait pas. En gros, je caricature, mais c'est un peu ce qu'il a dit. Ça ne l'intéressait pas de pouvoir donner plus de moyens à la justice. Ce qui était important pour lui, c'était de la gestion financière. Vraiment, c'est ce qu'il a répondu à l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sur le perron, en disant qu'on pouvait faire bien avec seulement beaucoup de volonté. Bon, moi, je veux bien, mais quand vous connaissez les moyens de la justice avant 2020, les moyens qui ont été instaurés depuis 2020, et le fait que maintenant ce budget va être raboté, alors qu'il y a des gens qui ont été engagés, il va falloir les payer. Je sais pas comment ils vont réussir à faire rentrer des ronds dans des carrés, mais bon, ça c'est à voir. Ça c'est encore autre chose, ouais. C'est encore autre chose, et ça va arriver s'ils y arrivent dans les mois qui viennent. Moi, je suis très inquiet pour ce gouvernement, parce que en réalité, personne n'est d'accord avec personne. Vous avez quand même pour la première fois de la Ve République, une ministre de la coordination gouvernementale. Enfin, je veux dire, à quoi ça correspond la coordination gouvernementale? Ça veut dire qu'on va falloir mettre un matin, dire à Didier Migaud de venir prendre le petit-déj avec Bruno Retailleau et les faire parler ensemble. Ouais, voilà. Et dans le même temps, je suis désolé de le dire aussi, vous n'avez pas de ministre ou de secrétaire d'État attaché à la chose handicapée, alors qu'on sort des Jeux paralympiques, qu'on a vu qu'il y a eu plein de ratés. Bref, vous avez des postes qui sont complètement secondaires, qui n'existaient pas avant. Et vous avez des choses qui apparaissent coordination gouvernementale. Un gouvernement normalement c'est fait pour travailler dans le même sens. C'est un mini couac, néanmoins c'est un petit peu maladroit. Gilles Averrousse, le nouveau ministre des Sports, qui dit ce n'est pas parce que la thématique du handicap n'est pas affichée qu'elle n'est pas prise en compte. Dominique Farrugia, qui lui-même est en fauteuil, dit donc 12 millions de Français ne sont qu'une thématique. Le mot de thématique n'est pas forcément très bien choisi. Oui. Moi je reviendrai sur le couac avec le ministre des Finances. Je suis quand même gêné, pour ne pas dire choqué, que membre du gouvernement, qu'un parlementaire dise que une partie des élus, une partie de la représentation nationale, qui ne va pas recevoir une partie de cette représentation nationale. Là encore, il y a une hypocrisie française. Là, c'est pas le ministre des Finances, mais il y a une hypocrisie française. De deux choses l'une. On dit que le Rassemblement national n'est pas un parti républicain et qu'on l'interdit avec... Mais à partir du moment où vous avez élu qu'il n'est pas interdit, je ne vois pas pourquoi. Et là encore, je suis très loin, je le dis tout de suite, loin de beaucoup d'idées du Rassemblement national. Je trouve anormal, justement républicain, qu'on dise, eh bien on décide qui sera à la table des discussions ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on va voter ou qu'on va arbitrer dans le sens de ce qu'il propose, mais je suis désolé. C'est aussi ça d'être démocrate, c'est de dire que c'est un parti, ils ont des élus, on les reçoit comme tout autre parti, je suis désolé. Comment on peut dire effectivement une chose comme ça? Alors, attendez, Jacques Miard.
Oui, je voudrais juste vous dire effectivement que si vraiment c'était des fascistes, etc., contraires à l'ordre républicain et à la République, fallait les interdire. C'est ce que je dis depuis des années. On est bien d'accord. Et donc là, c'est un foutage de gueule de la part de ce ministre qui s'est pris les pieds dans le tapis. Il ne s'agit pas de donner raison aux uns aux autres, mais à partir du moment où il y a 11 millions d'électeurs qui ont envoyé des députés à l'Assemblée nationale, ils font partie, je dirais, de la République. Point barre. Et le reste, c'est de la littérature, de la polémique et de l'idéologie bassiste. Voilà. Et là, on parle d'institution. Pardonnez-moi, là, on parle d'institution. Oui. La notion d'arc républicain n'existe pas en politique. Je ne sais pas ce que c'est que l'arc républicain. Je sais ce que sont un parti qui a le droit d'exister ou qui n'a pas le droit d'exister. Oui, vous avez raison. Florence Berthoud. Le Premier ministre précédent avait une expression, je trouve, très saine sur l'arc républicain. Et pour le coup, il parlait d'arc républicain. Il disait je connais qu'un arc républicain, c'est celui de l'hémicycle, qui rejoint d'ailleurs ce que vous dites finalement. Bon. Bien sûr. Donc, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Je pense que c'est une très très grosse maladresse, peut-être de ministres débutants. C'est pas pour minorer, et que franchement, c'est pas une maladresse, je termine c'est une idéologie. Franchement, la campagne électorale des européennes n'a pas été pour améliorer forcément le débat sur ce terrain-là. Bon, donc il faut peut-être changer de logiciel. Pour ce qui est des couacs, laissons comme diraient des marketeurs, laissons la chance aux produits. Objectivement, Monsieur Barnier est un homme d'État. Il y a toujours eu des couacs. Alors ça démarre peut-être un peu vite, mais il y en a toujours eu. Il faut pas réécrire. Faut pas réécrire. Bon, Jacques me connaît, on a quand même vécu beaucoup, fait beaucoup de cabinets. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de cabinets ministériels. On démarrait peut-être pas comme ça, mais il y en a toujours eu. Donc, attendons. Non, mais le grand rendez-vous, ça va être celui du budget. Et bien ça, sûr. Pour le coup, là, on va voir comment fonctionne et la solidarité gouvernementale. Et je ne doute pas que cette solidarité, pour le coup, elle va s'exprimer. Et c'est pour le moins maladroit, évidemment, à la veille de défendre devant la commission des finances du Sénat, enfin de l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, et puis ensuite du Sénat, bien sûr, et surtout des débats dans l'hémicycle, de se positionner comme ça par rapport à ce qui est un arc de l'hémicycle. Voilà. Oui, mais pardonnez-moi, je reviens à ce que vous avez dit. C'est pas une histoire de couac. Je pense que derrière cette expression, il y a un état d'esprit. Et je pense qu'il est temps que nous soyons clairs là-dessus, parce que tant qu'on fera ça en disant c'est un couac et on n'est pas en train de faire de la petite polémique ce matin, c'est de dire une bonne fois pour toutes, je ne peux pas avoir défendu tout à l'heure l'état de droit et vous dire après le contraire sur ce sujet. L'état de droit, c'est que c'est un parti. Bien sûr, mais ça, vous avez on n'a jamais interdit. Mais derrière le fait de remettre en cause fondamentalement, je suis désolé, vous avez un Premier ministre. Vous avez un Premier ministre, et si Antoine Armand, qui est quelqu'un de brillant, au demeurant, il faut quand même le rappeler. Hein. Qui a conduit avec beaucoup de succès quand même le Brexit, qui était autrement... Michel Barnier, je suis d'accord, moi je parle d'Antoine Armand. Mais simplement, vous avez un Premier ministre qui doit normalement tenir son gouvernement. Si au bout de 2 jours, vous avez un ministre de l'économie et des finances de la France qui va sur un plateau et qui dit je ne vais pas recevoir le Rassemblement national. Enfin, excusez-moi, mais ce ne sont pas des enfants. Enfin, on va pas leur dire. Mais en tout cas, ça veut dire que vous n'avez pas de ligne directrice dans le gouvernement. Non, que ça n'a pas été annoncé clairement. Le sujet, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, écoutez, attendez, pardonnez-moi. Si chacun fait ce qu'il veut, c'est que ça n'a pas été annoncé. Attendez, excusez-moi. Non, ça a été annoncé. Le Premier ministre d'ailleurs l'avait annoncé. Donc, je pense que c'est si Michel Barnier avait annoncé ça, il faut qu'il sorte aujourd'hui justement en 15 secondes. Ce dont je vous parle, c'est une question de conviction personnelle. Il ne s'agit pas d'aller prendre ses ordres chez le Premier ministre ou ailleurs, mais je le sais bien. C'est la raison pour laquelle, donc c'est bien pas un couac, c'est de savoir ce que l'on veut. Où on défend l'état de droit, et je suis de ceux qui disent état de droit, ça veut dire qu'on considère les uns et les autres, sans pour autant être d'accord avec eux, où on dit effectivement on participe pas à cela. Jacques, 10 secondes. Les choses en face, ce n'est pas un couac, c'est une idéologie ambiante chez certaines personnes, et ça c'est grave.
c'est grave. Le chef, dans ces cas-là, il tranche et il sort monsieur Antoine Armand. C'est fini, oui, absolument. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio. Responsabilité, non ? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.